conclut maintenant la digoxine. On va voir l'utilisation, les indications et les contre-indications de cette classe thérapeutique. Premièrement, comme l'utilisation, donc elle est utilisée bien sûr au cours de l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc la digoxine peut être administrée par voie intraveineuse. Donc comme on avait vu au début de ce cours, il s'agit de deux formes intraveineuse qui constituent la forme d'urgence et une forme péros qui est le traitement idéal, surtout symptomatique d'une insuffisance cardiaque chronique. Mais notez-vous bien que cette voie intraveineuse, elle n'est plus utilisée car elle a été remplacée par la dobutamine qu'on va voir dans les bêta-adrénergiques, notre prochain intitulé. Donc deux voies d'administration, une n'est plus utilisée qui est intraveineuse, la deuxième au cours de l'insuffisance cardiaque chronique, là où la digoxine trouve son indication, péros. Donc, et bien sûr, cette dernière, elle est à suivre en cas d'insuffisance rénale. Donc, on utilise la digoxine en adaptant la posologie, comme on avait vu, si on vous pose la question toujours, à la clairance de la créatinine. Donc, si on vous pose la question, le traitement d'urgence de choix, c'est la dobutamine. Je répète, on va la traiter prochainement dans le prochain intitulé. Par contre, s'il s'agit d'une forme chronique, surtout pour amélioration symptomatique, c'est là où vous allez prescrire la digoxine. En adaptant, n'oubliez pas toujours la posologie par la clairance de la créatinine. La prescription, elle doit être journalière. La posologie adaptée à l'âge et, je répète, à la clairance de la créatinine. Les doses les plus fréquentes à utiliser sont, premièrement, chez le sujet âgé moyen, donc 25 mg par jour, un comprimé de digoxine. Chez le sujet âgé, c'est 0,125 mg par jour, un comprimé de limo ou bien l'imigoxine, donc un demi, donc imigoxine. Et je répète, la voie injectable est réservée au ralentissement de la fréquence ventriculaire et des arythmies atriales. Donc, et on utilise alors la digoxine sous forme injectable de 2 ml, qui est équivalent de 0,5 mg. La posologie est une ou deux ampoules pendant les 24 heures. Après ça, le relais par voie orale. Donc, si on récapitule premièrement l'utilisation, donc elle est réservée comme traitement de la phase chronique, amélioration des symptômes, mais si on vous pose la question, peut être utilisée lorsqu'il s'agit d'une arythmie atriale ou bien un ralentissement de la fréquence cardiaque. Elle trouve son indication donc par 2 injections journalières, mais toujours on fait le relais par voie orale. Maintenant, un autre titre qui est le dosage de la digoxinémie. Donc, il est particulièrement utile pour adapter la posologie chez un sujet âgé en cas d'insuffisance rénale ou d'utilisation d'un médicament qui est susceptible d'avoir une interaction avec la digoxine. Donc, on a cité déjà les facteurs qui influencent ou bien qui favorisent le surdosage de la digoxine. Et lorsqu'on dit un surdosage, toujours, vous êtes devant une intoxication probable. On va voir la conduite à tenir devant une intoxication digitalique. Donc, ce médicament, il est susceptible d'avoir des interactions avec la digoxine. Et en cas de signe clinique ou de signe électrocardiographique d'une intoxication, on répète, donc, il s'agit des signes d'imprégnation. Donc, c'était la cupule qui est concave vers le haut. Faites attention, les signes d'intoxication, ils diffèrent du signe d'imprégnation. Et notez-vous bien que la zone thérapeutique de la digoxine, elle est très étroite. Donc, elle varie de 0,1 ou 0,8 à 2 nanogrammes par millilitre, avec une zone toxique au-delà de 3 nanogrammes par millilitre. Donc, un comprimé surajouté, c'est suffisant de causer une intoxication au digitalique ou bien à la digoxine. Si on revient à la pharmacologie, la digoxine ou bien les digitaliques sont des médicaments à un seuil thérapeutique très étroit. Donc, comme c'est indiqué dans votre support, 0,8 à 2 nanogrammes, c'est thérapeutique. 1 nanogramme surajouté est suffisant de tomber dans l'intervalle de toxicité des digitaliques. Donc, faites attention, toujours si on administre la digoxine, c'est toujours par l'adaptation de la posologie, par l'âge, les interactions médicamenteuses et surtout la clairance
de la créatinine, c'est ce qui est à retenir de cette partie ou bien de ce paragraphe. Maintenant, les indications thérapeutiques. Bien sûr, la digoxine, elle est administrée, comme on avait vu, devant une insuffisance cardiaque. Donc, longtemps, elle a été considérée comme le traitement de base d'insuffisance cardiaque. Mais, leur indication maintenant, elle est restreinte. Profit des IEC, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les bêta-bloquants. Et je répète, la dobutamine en injection, on va voir cette dernière dans les bêta-adrénergiques. Maintenant, la digoxine, elle est actuellement considérée comme un traitement d'un point de visée fonctionnelle ou bien un traitement sur la symptomatologie chronique. Et comme on a vu, malheureusement, elle n'a pas eu des effets prouvés contre la mortalité. En cas d'insuffisance cardiaque, en cas de fibrillation auriculaire, la digoxine demeure largement prescrite pour ralentir la fréquence ventriculaire. Donc, une indication de la digoxine maintenant, c'est d'améliorer les signes cliniques, traitement symptomatique de bonne qualité sur le plan chronique. Et aussi, s'il s'agit d'un ralentissement de la fréquence ventriculaire, cette dernière, elle peut améliorer la gêne fonctionnelle. Je répète, j'espère que vous avez gardé la triade. Donc, inotrope positif, chronotrope négatif et dromotrope négatif. Donc, c'est pour cela, en cas de ralentissement, elle a son indication pour améliorer la gêne fonctionnelle et augmenter surtout le débit cardiaque et le flux sanguin. Donc, là, la digoxine elle trouve son indication. Au cours d'une insuffisance cardiaque, dans un autre point, au cours d'une insuffisance cardiaque fonctionnelle, ou bien à fonction systolique d'éjection qui est conservée, donc une fraction d'éjection qui ne dépasse pas les 50%, la digoxine elle n'est pas indiquée. Donc la seule indication là, c'est l'effet inotrope positif. S'il s'agit d'une fonction systolique qui est conservée, donc la digoxine, elle ne trouvera pas son indication. Une autre indication de cette digoxine, c'est l'arythmie atriale. S'il s'agit d'un trouble du rythme, là, la digoxine, elle retrouvera son indication. Donc, elle est utilisée pour tenter de réduire et ralentir la fréquence ventriculaire lors du tachycardie atriale. On a un chapitre sur les anomalies de conduction et les anomalies ou bien les troubles du rythme. Donc, vous allez voir que la tachycardie atriale peut évoluer vers une tachycardie ventriculaire et cette tachycardie ventriculaire elle-même peut évoluer vers une fibrillation ventriculaire et un arrêt cardiaque. Et là, devant une arythmie atriale, trouble de rythme supraventriculaire, les digitaliques, la digoxine trouve son indication aussi. Donc si on vous pose la question, les indications thérapeutiques maintenant, c'est d'améliorer les signes fonctionnels. Donc un traitement symptomatologique au long cours, au plan chronique. Surtout les inotrope positifs. Cette dernière, elle perd leur indication s'il s'agit d'une préservation de la pression ou bien de la fonction systolique d'éjection. Une autre indication, c'est l'arythmie atriale, donc l'effet bradycardisant. Donc les deux majeurs effets, c'est premièrement l'effet inotrope positif, augmentation de la contraction musculaire pour lutter contre la diminution du débit cardiaque. Et deuxièmement, lutter contre les troubles de rythme à leur effet bradycardisant, donc lutter contre la tachycardie atriale et la tachycardie ventriculaire. Donc, c'est ce qu'on avait dit précédemment. N'oubliez pas, inotrope positif, dromotrope et chronotrope négatif. Particulièrement, dernièrement, donc elle est utilisée au cours de la fibrillation auriculaire chronique en association avec les anticoagulants qu'on va voir comme quatrième classe thérapeutique dans notre chapitre de thérapie cardiaque. Les contre-indications. Et vous avez deux que vous devez retenir par cœur. Les premières sont des contre-indications absolues et les deuxièmes sont dites relatives. Donc, premièrement, les contre-indications absolues au digitalique ou à la digoxine. C'est premièrement le bloc auriculo-ventriculaire de deuxième et troisième degré qui est non appareillé, trouble de rythme ventriculaire grave, un syndrome de préexcitation. Donc, la digoxine, pourquoi? Elle va déprimer la conduction dans les voies neuro-ischiennes et elle favorise quoi? Le passage d'un fluide vers la voie accessoire. Nous allons aborder ça, notez-vous bien ce terme-là, dans le syndrome de Wolff-Parkinson-Watt. Donc c'est WPW. Il s'agit d'une contre-indication à la digoxine. Faites attention à faire cette combinaison.
devant les cardiomyopathies hypertrophiques obstructives, devant les troubles du rythme secondaires à une intoxication digitalique, bien sûr. Donc, on ne veut pas aggraver les choses. Donc, les contre-indications, je répète, bloquent un BAV, deuxième et troisième degré, troubles de rythme ventriculaire grave. Faites attention au syndrome de Wolff-Parkinson-White, donc souvent posé comme question, les cardiomyopathies et l'intoxication au digitalique. Les contre-indications dites relatives, donc c'est un bloc de branche bilatérale, les maladies des sinus, un cœur pulmonaire chronique, l'hypoxie, troubles acido-basiques, donc qui vont favoriser quoi? La toxicité. Donc ce sont des facteurs qui vont potentialiser l'effet de la digoxine et vont favoriser l'intoxication. Donc ce sont des contre-indications dites relatives. Dernier titre, c'est les effets secondaires. Donc il s'agit aussi de deux effets, cardiaques et extracardiaques, qui sont liés, je répète, au seuil thérapeutique qui est très étroit. Retenez-vous, donc 1 nanogramme surajouté par milligramme, bien par millilitre, il est suffisant de causer une intoxication. Seuil thérapeutique, c'est de 0,8 vers 2 nanogrammes. 3 nanogrammes, c'est toxique. Donc les effets secondaires cardiaques, donc il associe des troubles d'excitabilité et de conduction. On a un chapitre sur ça. Donc, et par ordre de fréquence décroissant, sont premièrement les extrasystoles ventriculaires polymorphes, c'est grave. Les blocs auriculo-ventriculaires de premier, deuxième, voire troisième degré. Donc, les digitaliques peuvent être cause de ces troubles ou de ces PAV, blocs auriculo-ventriculaires. Les extrasystoles, la tachycardie jonctionnelle, l'arythmie atriale ou bien la tachysystolie, la tachycardie ventriculaire, la TV, les blocs sino-auriculaires, la BSA et la systolie totale. Et l'association chez un même patient de troubles d'excitabilité et de la conduction oriente vers quoi? Vers une intoxication au digitalique. Donc si vous avez un patient qui se présente aux urgences avec l'association de deux troubles, troubles de conduction, avec une association au trouble du rythme, donc là vous allez penser à une intoxication au digitalique et on va détailler ça dans une conduite à tenir séparément. D'autres effets, donc, comme cette dernière elle a eu des effets cardiaques et extracardiaques, elle a des effets secondaires cardiaques et extracardiaques qui sont reliés à leur caractère pharmacologique. Donc essentiellement ils sont digestifs et neurologiques. Donc les troubles digestifs, c'est l'anorexie, les nausées, les vomissements et les diarrhées. Et pour les troubles neuropsychiques qui témoignent d'une intoxication grave, donc la dyschromatopsie, un scrotum scintillant, décéphalée, asthénie, déparesthésie, névralgie faciale, déconfusion, délire, voire même évoluer vers une psychose. Vous allez voir ça en 5e année dans la psychiatrie. Une intoxication au digitalique peut avoir des confusions, des délires, même voire des psychoses. Donc si vous avez un patient, donc ça c'est à retenir, un patient qui présente des troubles de conduction en association avec des troubles de rythme, des signes digestifs, des signes neurologiques ou bien neuropsychiques, donc ils sont en faveur d'une intoxication grave à la digitalique. Donc ces signes-là, bien que spécifiques, ils doivent conduire quoi? Donc ça, vous allez revoir dans votre conduite à tenir. Donc la réalisation d'un dosage plasmatique au premier plan de la digoxinémie. Donc si vous avez ces signes-là chez un patient qui est sous traitement par la digoxine, premièrement, faire le dosage plasmatique de la digoxinémie et un arrêt total de traitement. Donc jusqu'aux preuves de la toxémie ou bien de l'intoxication en digitalique. Donc ça c'est tout pour la digoxine. Il nous reste les agonistes bêta-adrénergiques et les inhibiteurs du phosphodiesterase. Et on va voir séparément une conduite à tenir en cas d'intoxication au digitalique. Merci pour votre attention et à la prochaine dans ce chapitre de thérapeutique.